Bonjour, on va commencer ce cours numéro 3 sur les groupes de vaches. Je vais filmer différemment, j'ai peut-être des nouvelles méthodes pour essayer de trouver mon style pour l'instant. Essayez de voir. Alors, on va faire un changement de norme. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant la multiplication. Il y a trop de volume de sonore de musique, on est d'accord. Je vais baisser ça. Je vous laisse avec l'image. Je vais baisser le son. Ok, c'est parti. Alors, on commence le cours. Changement de norme, parce que j'avais fait des normes au départ, peut-être que c'était pas complètement terminé. Maintenant, ça c'est la multiplication. Ça désigne la multiplication x ou point, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Ça désigne l'addition, comme d'habitude, en valeur. Maintenant, on va définir les additions dans les groupes de vaches. Ça, c'est des additions internes. Là, on a celle-là. Addition interne, deux notations en fait, c'est la même addition. Un problème de zoom, non? J'étais zoomé. Ok, alors, donc qu'est-ce qui sont particulières ces deux additions? Elles sont internes au groupe. En haut, l'indice en haut n c'est la base, et en bas c'est, enfin l'indice en haut n c'est la dimension, et en bas c'est la base. Ça permet de savoir à peu près où on se situe, ça permet d'avoir des repères. En gros, ça c'est une addition interne, c'est l'addition comptage des briques. Pas très bien comme ça, c'est mieux, ok. Et c'est la différence avec l'addition qui est là, celle-là, c'est que celle-là, elle n'est pas interne au groupe. Elle définit des éléments toujours qui sont externes au groupe, quand on additionne les valeurs. Par exemple, 3 fois 6, et 3 fois 2 qui est égal à 6, et 2 au carré qui est égal à 4, 6 plus 4 égale 10. 10 est égal à 2 fois 5, donc ça appartient pas au groupe de base 2 et 3 par exemple. Donc cette addition-là définit des éléments externes. Ces additions, c'est des additions internes, qui pour l'instant, ça a été défini que sur une partie des groupes, que sur la pyramide en haut à droite, comme on a dit. Donc ces notations, c'est des nouvelles notations. Autre changement de norme, on va introduire la notion LI. Bon, on ne sait pas trop si c'est vraiment utile, mais on va le faire quand même. En gros, c'est le logarithme de base de I. C'est pas plus compliqué que ça. LI, c'est le logarithme de base de I. Je l'ai mis en gras L pour qu'on voit la différence avec le logarithme intégral LI, le petit LI. Le petit LI, c'est le logarithme intégral, alors pour pas se granter, là j'ai mis le grand LI. Le grand LI, le prophète, ln de n sur ln de i, c'est donc le logarithme en base de I. I pouvant être d'ailleurs, j'ai mis I et n. J'ai mis I et n qui sont des indices habituellement entiers, mais qui peuvent être utilisés également pour des réels. Des réels, peut-être au-delà, mais bon, au-delà des réels, au-delà du réel, il y a une série. Pour l'instant, on reste dans le réel. Non. Le complexe, on verra ça bien plus tard. Alors là, j'ai dessiné une pyramide, j'ai assez mal dessiné. En gros, là, on a cette partie-là. Paf, c'est LP de n. Et cette partie-là, LQ de n, avec de ce côté la base Q, de ce côté la base P. Donc ça donne. Vous n'avez qu'à essayer de chez vous. Il faut le faire soi-même ce travail. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme changement de norme? J'avais parlé lors du cours précédent d'une topologie locale du losange. Je pense pas que ce soit complètement idiot de faire cette topologie. Mais au départ, là pour l'instant, là où on en est, c'est un petit peu prématuré. Donc on va considérer juste le quart du losange, le quart au droit du losange, donc la pyramide qui est là, juste cette partie-là. C'est quelque chose d'exponentiel. Il faut savoir que là, en dimension 2, on en a 4 pour un losange. En dimension 3, on en aurait 8. Puis 16 et 32. Enfin, on en aurait tout le temps un nombre exponentiel, ce qui fait que ça crée toujours une infinité de nombres, même si on avait qu'un nombre fini dans la pyramide qui est là. Au-delà de ça, les ordres, c'est pas vraiment tous les mêmes. Donc pour l'instant, on va étudier actuellement pour l'instant seulement la topologie de la pyramide, au droit. Topologie locale de la pyramide, on appellera ça. Voilà, comme c'est écrit ici. Peut-être qu'on reviendra sur le losange, ça peut être utile. Alors, on va faire un petit théorème. Théorème d'équivalence locale dimension 2. Donc pour l'instant, on fait quelques définitions avant de faire le théorème.
Bon, déjà, on peut faire une sorte de premier résultat, on va appeler ça une sorte de lemme. C'est que si on a une base B1 qui est égale à B1, B2, B1, B2, c'est les éléments de la base. C'est la base B1, B2 telle que 1 est inférieur à B1, 2 et B1 est inférieur à B2. On peut considérer qu'il existe C1, voire cours numéro 1, je pense. L'équivalence des bases, il existe C1 tel que B1 est équivalent à la base composée de 2 d'un côté et C1 de l'autre. Donc on peut rendre B1 équivalent à une autre base composée de 2 et de C1. Qu'est-ce que ça signifie que deux bases sont équivalentes? Je rappelle, c'est qu'elles ont les éléments dans le même ordre. Lorsqu'on fait monter la pyramide comme ça, les éléments arrivent dans le même ordre. Donc B1 sera équivalent à 2C1. De la même manière, si on définit une deuxième base A1 est égal à 1 A2, ben, il existera C2 tel que 1 est équivalent à 2 C2. Donc la base, d'un côté il y a 2, de l'autre côté C2. Donc on pourra toujours revenir à... Ça signifie qu'on pourra toujours revenir à une base équivalente avec d'un côté 2. Comme ça, il n'y en a plus qu'un seul qui varie, plutôt que 2. 2 j'aime bien, on revient à quelque chose de bien connu. Alors on va définir la définition d'équivalence locale, on va la redéfinir plus précisément. A1 et B1 sont équivalentes localement pour une valeur V1, pour une valeur V plutôt, ou on peut dire qu'elles sont V équivalentes, si en dessous de la valeur V, les pyramides A1 et B1 sont d'un ordre équivalent, c'est-à-dire tous les éléments arrivent dans le même ordre. Je vais essayer de vous trouver une image de pyramide. Une pyramide qui arrive à la fin du cours peut-être. C'est 2, 3, c'est quoi ça? Il est passé où mon cours? C'est quoi cette carré? Je sais pas où il est passé la radio cours. Il est là. Il est en dessous. C'est pas très élégant. Moi j'ai pas de pyramide. Si voilà, au final on peut considérer quelque chose de comme ça. Je vais arrêter de dire au final. Ça c'est chiant. En conclusion, enfin c'est que le début, les conclusions. Là on a, par exemple, ça c'est un dessin que j'ai fait plus tard. Et qui arrive plus tard dans le cours, mais autant le montrer tout de suite. Donc on a, si on prend la pyramide de pente noire et celle de pente bleue, j'ai mis des parallèles, il y a 2 bleus et 2 noirs, mais c'est du côté on a la pyramide noire et de côté la pyramide bleue. Noir et bleu, les pentes sont tellement proches qu'en dessous de cette valeur V, elles seront équivalentes, parce que les briques seront arrivées dans le même ordre, parce que les pentes sont très proches. Ça c'est des pyramides, donc localement équivalentes de valeur V, enfin V équivalente. On va revenir au cours. Alors, je parle un peu vite, je vais essayer de parler plus doucement. Donc je vais répéter la définition. Si A1 et B1 sont telles que sous une valeur V, les briques de la pyramide sont arrivées dans le même ordre, elles sont V équivalentes, ou localement équivalentes pour la valeur V. On va définir l'hyperplan de surface, parce que j'en parle souvent. J'ai jamais défini vraiment de manière certaine. Donc c'est bien un hyperplan, sauf qu'il est épais. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hyperplan de surface. C'est l'hyperplan, mais qui a une certaine épaisseur d'un quantum d'épaisseur, on va dire, d'une brique. C'est donc une zone de la surface, c'est la zone qui est là, dans laquelle il y a à chaque fois qu'une brique qui apparaît à chaque fois. Là on a 64, 58, 36 et 54. Et celui-là n'apparaît pas encore, 81, parce que le petit point il est un petit peu au-dessus. Donc c'est un hyperplan de surface, d'épaisseur une brique, ou un quantum de surface. Enfin non, on va dire une brique, c'est bien. Épaisseur une brique, hyperplan de surface. On peut voir qu'il a toujours la même épaisseur. Si on fait varier la pyramide qu'on a fait monter, l'hyperplan de surface aura toujours la même épaisseur. C'est une épaisseur qui est en fonction des deux bases. Et en fonction de la pente surtout. L'hyperplan définit l'épaisseur en fonction de la pente. Ça c'est l'hyperplan de surface. C'est valable en dimension 2. C'est valable également en dimension 3. Ce sera à peu près la même définition. Puis en dimension n. Alors. Donc ici, ce sont les briques bleues. Je vous le remonte. 64, 58, 36 et 54. Ces briques bleues sont les briques de l'hyperplan de surface.
pour la valeur 64. Ce serait valable également pour la valeur 65, 66. Tant qu'on ne dépasse pas 81, c'est le même hyperplan de surface. Une fois qu'on arrive à 81, il y a cette brique qui apparaît ici, la brique 81. Et ça sera plus vraiment le même hyperplan de surface parce que la plus basse disparaîtra. 66, c'est égal à 36. 36. Ah non, peut-être qu'il y a une brique qui apparaît d'abord. 72 apparaîtra avant 81 de ce que je vois. La prochaine brique qui apparaît, c'est donc 72, c'est pas 80, excusez-moi. Elle apparaîtra au-dessus de 36, ici. Là, il apparaîtra la brique 72. Voilà. Ça, c'est l'hyperplan de surface. Quel est l'intérêt de cette chose? C'est l'intérêt maximal. La chose la plus intéressante de l'histoire. Un hyperplan, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, hein, si je suis en dimension n, c'est un espace de dimension n-1. Là, je suis en dimension 2, c'est un espace de dimension 1. Donc en plus, il a une épaisseur, donc on va dire que c'est une sorte de plan, mais épais. Là, donc, c'est une droite épaisse, parce qu'en dimension 1, le plan, il a une dimension 1, c'est une droite épaisse, c'est une sorte de droite épaisse, et qui sera compris dans une sorte de pyramide, donc c'est presque une sorte de rectangle, ici. C'est une sorte, en fait, géométriquement, ce qu'on a défini ici, on va considérer que ça sera un trapèze. L'hyperplan de surface aura géométriquement la forme d'un trapèze. Je trouve un stylo. Il n'y a pas de stylo. Pas de stylo. Il y a un stylo qui traîne. Ici c'est dur. Hein. Ah, pour chercher un stylo, c'est une bataille sans fin. Les stylos disparaissent parce que le seigneur du chaos règne ici, il fait disparaître les choses. Je dois sans cesse les chercher, les rechercher. Le stylo a disparu, il est passé où? Je sais pas. Alors le seigneur du chaos, il est passé où mon stylo? Tu le vois, il est là. Hop. On va dire, l'hyperplan de surface, il aura pour délimitation ce côté de la pyramide. Ce côté de la pyramide et les deux droites qui sont là. Donc on aura bien une sorte de trapèze très plat avec 4 éléments pour l'instant. Hop. Alors quel est le théorème dont je voulais vous parler? C'est un théorème à la con. Encore un théorème à la con mais important qui se démontre en 3 lignes. Soit une valeur V appartenant à R, soit deux pyramides de base B1 et A1. On va dire que B1 et A1 sont localement équivalentes pour la valeur V. Donc en dessous de... Non, on va pas le dire. Le théorème, c'est que pour que les pyramides A1 et B1 soient localement équivalentes pour la valeur V, il faut et il suffit que les briques de l'hyperplan de surface de valeur V soient dans le même ordre. En gros, pour en revenir ici, pour démontrer qu'elles soient toutes arrivées dans le même ordre, il faut juste qu'on démontre que dans l'hyperplan, elles sont arrivées dans le même ordre. Et ça suffira. Si on a démontré qu'elles sont arrivées dans le même ordre pour l'hyperplan, on a démontré qu'elles sont toutes arrivées dans le même ordre. Et pourquoi, en fait? Pour vous faire le théorème ici, c'est parce que si 36 est arrivé avant 54, qui est arrivé avant 58, si 36 est arrivé avant 54, qui est arrivé avant 58, qui est arrivé avant 64, 36 sur 2, 18, est arrivé avant 54 sur 2, 27, donc 18 est arrivé à 27, qui arrive avant 24, qui arrive avant 32. Et comme ça, par récurrence, on peut continuer de définir de la même manière pour toutes les briques. Donc on peut considérer par récurrence en redescendant jusqu'à 0, sur une récurrence finie, puis à l'envers, on pourra considérer que si elles sont arrivées dans le même ordre dans l'hyperplan, hyperplan par hyperplan, on définit un nombre d'hyperplans, comme ça on le descendra à chaque fois, on arrivera au même ordre jusqu'en bas. Ça c'est une première définition, qui est une définition, on va dire, qui est visuelle. On pourra en faire une autre, algébrique, en utilisant des propriétés à peu près archimédiennes ou des choses comme ça. On peut définir ça de plein de façons. Ce théorème, on peut le démontrer de plein de manières. On peut le démontrer même de manière générale, directement en dimension arbitraire, si on est intelligent. Mais moi, j'ai choisi cette démonstration-là parce qu'elle est visuelle. Donc, je rappelle le théorème. Soit une valeur V appartenant à R,
pour que les pyramides de base B1 et A1 soient localement équivalentes pour la valeur V, c'est-à-dire qu'elles aient en dessous de la valeur V toutes les briques arrivées dans le même ordre, il suffit que les briques de l'hyperplan soient arrivées dans le même ordre pour la valeur V. Donc pour une valeur V, d'épaisseur une brique, on prend les hyperplans et que ça arrive dans le même ordre. Hop. Alors j'ai dessiné ça ainsi. Je vais déjà montrer cette image. Là on peut voir que là, ça c'est deux pentes qui définissent les pyramides dans le même ordre pour cette valeur V. Pour les bases B1, B2 qui sont arbitraires, je ne les ai même pas calculées. Donc les pyramides de pente noire ou bleue sont V localement équivalentes ici. Pas compliqué, hein. Alors, une vraie question qu'on se pose est maintenant donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait varier la pente d'une pyramide? Qu'est-ce qui se passe quand on fait varier la pente d'une pyramide? Donc on va considérer, on va simplifier le problème, on va considérer qu'on peut faire varier en dimension 2 la pente entre cette droite-là et cette droite-là, comme ça. Pourquoi on ne dépasse pas ça? Parce que on va considérer qu'on a une base B1 qui est inférieure à la base B2. Donc on va considérer que les abscisses B1 c'est inférieur à B2 les ordonnées toujours. Donc la pente ne dépassera pas moins 1. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait varier de ça à ça? Là on a la pente infinie. Ou moins infinie on va dire. Et là on a la pente 1. Donc on a deux limites. Limite moins l'infini et limite 1. Entre les deux ça varie. Ah ben on va regarder ce qui se passe quand on tend vers moins l'infini. Quand on tend vers moins l'infini, on peut considérer, on va le considérer intuitivement, qu'on se rapproche de la dimension 1. Alors on va d'abord étudier le cas de la dimension 1 pour regarder 2-3 choses sur la dimension 1, pour s'en rappeler, parce qu'on n'a pas étudié. Cas de dimension 1, soit B1 une base, 1 inférieur à B1. Donc les briques sont simples, c'est 1, B1, B1 carré, B1 au cube, B1 puissance n. Bon, on fait que les exposants positifs, parce que pour l'instant on étudie la partie en haut à droite de la pyramide. Mais théoriquement on pourrait aller dans les 1 sur B1, 1 sur B1 au carré. Ça c'est la base B1. L'addition comptage dans cette dimension-là est telle que B1 puissance I plus 1, ça c'est la définition du début hein, que je vous ai donné, addition à dimension 1. B1 puissance I plus 1. B1 puissance J égale, point par point, roulement par bout, et ben c'est égal à la multiplication en fait. C'est égal à B1 puissance I, point B1 puissance J, donc qui est égal à B1 puissance I plus J. Donc en dimension 1, déjà, une chose qu'on peut déterminer, c'est que l'addition interne, comme ça, est égale à la multiplication interne. Bon, mais là, c'était pas le sujet, là, j'ai changé de sujet. On parlait de... quoi? On sait plus, là, déjà. De quoi parlait-on? Des vaches? Du laine du berger? Peut-on compter des vaches avec le laine du berger? On ne sait plus, on est perdu. En tout cas, on a un beau résultat. On a le groupe de vaches de dimension 1. L'addition interne est égale à la multiplication interne. Alors, qu'est-ce qui se passe donc quand on fait varier la pente de l'infini? Alors, là, on a pris une dimension 2, un groupe de vaches de dimension 2, avec une pente extrême. Là, la pente est très, très pentue. Elle est proche de l'infini. Enfin, on est proche localement de l'infini. On est toujours proche que localement de l'infini. Donc, la pyramide de dimension 2 de base B1, B2, on a B1 ici, on a B2 là. La pyramide de dimension 2 de base B1, B2, est V équivalente localement à une pyramide de dimension 1 et de base B1. C'est V équivalent localement à une pyramide de dimension 1 et de base B1. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Je ne sais pas, parce que je ne crois pas avoir défini une équivalence locale entre des pyramides de dimensions différentes. Donc il faudra qu'on fasse ça. Mais bon, pour l'instant, intuitivement, on a l'impression de le penser, parce que ça définit dans le même ordre. On peut voir que la pyramide de dimension 2 de base B1, B2, définit les éléments qui arrivent. Les premiers c'est 1, B1, B1 carré, B1 au cube, B1 au 4,
C'est simple, B1,6. Comme celle qu'on avait ici. Donc c'est équivalent. On peut penser que c'est équivalent localement. Donc il faudra, plus tard, avec un peu de rigueur, définir une équivalence locale entre des pyramides de dimensions différentes. Voilà. Et bon, ce sera pas bien compliqué. Donc déjà, on peut le dire, parce qu'on souhaite le dire, oui, la pyramide de dimension 2 de base B1, B2, avec cette pente extrême, est V équivalente, pour la valeur V est égale à B1 puissance 6, par exemple, localement, à une pyramide de dimension 1 et de base B1. Pour la valeur V est égale à B1 puissance 6. Alors, qu'est-ce qui se passe donc quand on fait le balancier, quand on fait tendre comme ça, de moins l'infini à moins 1? Eh bien déjà, on va passer des pyramides de dimension aux pyramides de dimension 2. Donc en dimension 1, l'ordre des briques est tel que ref c'est la définition qui avait été donnée au cours numéro 1, c'est l'ordre. Par exemple, pour ref de B1 puissance I, en dimension 1, c'est I. Mais on va le calculer comment? On va dire que c'est ln de B puissance I, de BI puissance I sur ln de BI, donc qui est égal à LBI, la première définition du cours d'aujourd'hui, LBI, de BI puissance I est égal à I. Ref de BI est égal à... Ref de B1 puissance I est égal à I. Mais ça, c'est pas très parlant. L'ordre de référence, il obéit ainsi, donc, pour une valeur V, on va prendre une valeur V quelconque. Ce sera peut-être plus parlant. Ref de V est égal à ln de V sur ln de BI. Donc L de BI de V. Là, on voit bien qu'on ne le simplifie pas en I, on ne sait pas d'où ça vient. Là, on a un LBI de V. Logarithme en base BI. Pour la valeur V, c'est une progression logarithmique. L'ordre des briques en dimension 1 est logarithmique. C'est le logarithme de base BI. Et donc, en dimension 2, on avait calculé une formule, c'est peut-être au cours 1 ou au cours 2 vers la fin. On l'avait approximé par une autre formule, c'était pas très loin. On peut considérer que, donc, en dimension 2, si la base est libre, la fonction ref sera assez proche, on va dire assez proche. On va dire que l'un et l'autre, le rapport de l'un sur l'autre peut tendre vers 1 de cette fonction, ln de V plus ln de B1 plus ln de B2 au carré sur 2 ln de B1 ln de B2. Ça, c'est en dimension 2. Donc c'est quelque chose d'assez proche du logarithme. Sauf que ce coup-ci, il est fait comme ça. Ça, c'est en dimension 2. On va essayer de trouver des formules les plus précises. Ça, c'est une formule approximative, on est d'accord. On va essayer de chercher les formules les plus précises et les plus efficaces. On peut voir donc en dimension 1, on a quelque chose comme ça. En dimension 2, on a quelque chose comme ça. Et il est passé au moins LI, bon, on n'a pas utilisé. Donc on peut dire là, est-ce que c'est bien utiliser les LI? LI, la masse à Bactani, on va dire ça. On verra bien. Donc j'ai introduit une notion, on verra si on les garde. On voit que dès la dimension 2, je l'ai viré. Et ça peut être utile dans certains cas, on verra bien. Si cette notation est utile. Il sera utile surtout de voir comment les choses progressent. Alors, un point important, parce qu'on n'a pas terminé. On a pu voir qu'on a une progression, donc... on a une progression qui va comme ça, d'un ln sur V sur ln de BI, vers quelque chose de plus complexe, avec deux bases. Donc, ln de V plus ln de B plus ln de B2 au carré sur 2 ln de B1 sur ln de B2. Mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai que pour les bases libres. C'est-à-dire que quand on progresse là, quand je fais varier ma... Quand je fais varier ma droite, ma pente. Imaginons j'ai une base liée, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'aurai peut-être une formule qui sera proche de celle-là, sauf qu'il y aura des briques qui seront égales. Alors ça, suivant si on compte les doublons ou pas. Si on compte les doublons, on aura peut-être une formule proche de ça, mais avec des doublons. Et c'est vrai que théoriquement, on sait qu'une base de dimension 2 liée est équivalente à une base de dimension 1, ça on le sait. Et par contre, c'est vrai que quand on compte les briques de la pyramide, il peut y avoir des doublons, et on compte des doublons. Donc on aura une formule proche de ça, avec des doublons. Donc ça a toujours du sens. Donc on fait une sorte de transformation continue.
Pour l'instant, on est en train de faire une transformation continue de la multiplication vers l'addition. Et on va essayer de la développer. Donc on peut déjà considérer qu'on ordonne ces groupes de vaches ainsi, dimension 1, puis ceux de dimension 1 vers la dimension 2, en fonction de la pente, qui est entre moins l'infini et 1 et moins 1. On va les ordonner tous comme ça. En fonction donc de la pente, suivant comment elle est comme ça, on ordonne tous les groupes de vaches de dimension 2, ainsi que ceux de dimension 1, qu'on met avant la dimension 2. Dimension 1, c'est ça, pente moins l'infini. Donc pour l'instant, on ordonne, c'est un ordre total, et c'est un ordre assez simple. On est d'accord que quand il y aura plus de pentes, l'ordre sera plus complexe. Ça pourra toujours être un ordre total. Ou pas. Est-ce que tout sera bien ordonné? On verra ça. Et on va essayer donc de faire cette transformation continue. Mais je parle d'une transformation continue, mais alors qu'on utilise des espaces discrets. Donc une transformation à la fois continue et discrète de la multiplication vers l'addition. C'est ce qu'on va faire avec ces groupes de vaches. Donc pourquoi de la multiplication vers l'addition? Parce qu'on rappelle que dans la dimension 1, l'addition est une multiplication. Donc la multiplication, au départ c'est une multiplication. Et là, c'est quelque chose d'assez complexe logarithmiquement en dimension 2. Mais on sait tous qu'en dimension infinie dans un groupe de vaches, si on prend comme base les nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc., que ça c'est les bases, on sait très bien que ça définit une pyramide dont le compte algébrique est l'addition usuelle. Et donc en dimension infinie, on pourra obtenir par transformation continue. Donc si on va jusqu'à l'infini, on pourra obtenir l'addition interne du groupe de vaches qui sera l'addition usuelle. Après, on devra voir parmi tous les espaces infinis quelles autres additions on pourra obtenir en fonction des espaces. On sait qu'il existe au moins un espace infini, de dimension infinie, je veux dire, avec une base de dimension infinie, dans laquelle l'addition interne est l'addition usuelle. Donc quand on parle de transformation continue de la multiplication vers l'addition, oui, ça a du sens. Après, est-ce que c'est la seule transformation possible? En fait, il y aura des tas et des tas de transformations possibles, suivant dans quel sens on ira du groupe de vaches. Donc on sait qu'il existe au moins une direction qui pourra nous mener de la multiplication vers l'addition. De la multiplication usuelle vers l'addition usuelle en transformation continue, d'une manière discrète, c'est-à-dire en respectant les ordres et les ordres discrets. Voilà donc le projet du groupe de vaches, de l'étude des groupes de vaches. On essaiera d'aller plus loin dans les formules le prochain cours. Pour le 1er août, on essaie d'avoir la médaille Michel Fields en proposant une nouvelle théorie de l'exclusion de Pauli dans les films de Rocky. Donc, je vous donne rendez-vous pour le 1er août pour cette vidéo fantastique. Merci, au revoir.